Bonjour, bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau, cette émission spéciale organisée par le Club Gier. Vous êtes, chers amis internautes, en direct sur notre chaîne YouTube, la chaîne du Club Gier, n'est-ce pas, Laetitia? En tout cas, c'est diffusé non seulement sur le site internet, mais après, ça sera diffusé, bien sûr, sur YouTube et sur le site internet du clubgier.com. Alors, le Club Gier, c'est ce grand réseau qui existe depuis 30 ans. 30 ans déjà, c'est l'année du rebond, c'est l'année du renouveau et j'ai le plaisir de vous présenter mon acolyte sur le plateau de TL7 sur l'émission économique Loire Éco, c'est Laetitia Lemanner. Je vous demande d'applaudir Laetitia Lemanner, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc effectivement, 30 ans, le Club Gier a été inventé, créé par des industriels de la vallée du Gier qui se sont dit qu'ensemble, on pouvait être plus fort pour partager, s'entraider et surtout de la convivialité pour créer du lien. Donc nous représentons aujourd'hui 140 entreprises adhérentes réparties entre Lyon et Saint-Étienne. J'aime bien dire qu'on est un peu le trait d'union justement entre ces... C'est bien. C'est plutôt bien. Nous menons des actions collectives aussi. En plus d'être cette notion de réseau, nous menons des actions collectives autour de la stratégie, du recrutement, du numérique. Et notre action phare est des stands collectifs sur les salons professionnels, industriels. On revient de Global Industrie qui s'est déroulé donc au mois de mai. Très bien. Donc voilà. Madame la déléguée générale, puisque je dois vous appeler ainsi aujourd'hui, 30 ans, c'est l'âge de la maturité, mais c'est aussi l'âge de la performance. Et d'ailleurs, vous allez fêter ça dignement cette année. On va fêter ça dignement, effectivement. Alors, s'il y a bien une date à retenir, c'est le 29 septembre. Nous avons la chance de pouvoir... Aux agendas, oui, tout à fait. 29 septembre. On a la chance de pouvoir être dans la nouvelle arena, le nouveau bâtiment Omnisport qui est créé donc à Saint-Chamond, qui montre bien le dynamisme de notre territoire. Et nous avons la chance d'accueillir une personnalité, et pas des moindres, qui est donc Tony Parker. Bravo. C'est l'année des rebonds, c'est pour ça que vous faites à l'Arena Basket C'est ça, tout à fait. C'est l'année du rebond. J'avais la référence. Merci beaucoup. Bon, alors, et puis en nouveauté, il y a bien sûr cette émission sur le thème des vecteurs de performance de l'industrie. Et le sommaire de cette émission, ça va se dérouler en 3 temps, c'est ça ? Tout à fait, en 3 temps. Donc, nous avons voulu démarrer par l'industrie 4.0, cette fameuse, on va dire, révolution industrielle, on parle de la 4e, qui nous semblait être intéressant de démarrer par celle-ci. Ensuite, on parle d'énergie et forcément de transition énergétique, l'énergie qui est importante pour faire tourner aussi nos ateliers, et je pense que là-dessus, il y a également un gros sujet. Et le dernier, pas des moindres, qui est quand même l'inflation. Là, on verra le retour de notre expert sur ce gros sujet très d'actualité. Pessimiste, optimiste. En tout cas, on a 3 experts qui sont là pour nous en parler. Je vous demande d'applaudir Philippe Prasque, le président de l'Union de l'industrie des métiers métallurgiques et mécaniques de la Loire. UIMM. Philippe Prasque. Pierre-Henri Grenier. Tout à fait, Pierre-Henri Grenier, donc de Banque Populaire Aura. Vous êtes le directeur de la Banque de la Transition énergétique. Merci d'être présent. Oui, bonsoir. On dit Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes ou BP Aura? Pour vous dire les deux. Bon, et PP Aura. Hein. Voilà. Et puis Gaëtan de Maisonneuve, vous êtes le directeur international en salle des marchés à la BP Aura aussi. Exactement. Quand on vous dit qu'on a 3 experts, on a 3 experts aujourd'hui. Voilà, et bien cette émission, elle est partie. Je vous laisse rejoindre le poste à côté de Philippe. Merci à tous. Et voilà, merci beaucoup. Alors Philippe Prasque, on parle beaucoup du concept 4.0, l'industrie 4.0. Qu'est-ce ça veut dire quoi? C'est une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. C'est une nouvelle industrie qui s'affirme comme finalement la convergence entre le monde du virtuel, la conception, le numérique, et puis la gestion avec les produits tout à fait réels, du monde réel. Vous, à l'UIMM, vous avez été précurseur dans une belle expérience en 4.0, n'est-ce pas, Philippe Prasque? Oui, effectivement, derrière ce vocable d'industrie 4.0, il y a la volonté affichée de faire rentrer l'innovation dans les entreprises. On a créé un produit qui s'appelle le parcours du dirigeant 4.0, puisque l'innovation dans les entreprises, elle passe par la volonté du dirigeant d'emmener l'ensemble de ses équipes vers plus d'innovation. Alors l'innovation, elle se décline dans un certain nombre de domaines.
L'innovation, elle est à la fois sur les produits pour les entreprises qui ont des produits propres. L'innovation est également sur les process, notamment pour les entreprises qui sont des entreprises sous-traitantes et qui ont besoin de gains de productivité. Et on a aussi de l'innovation organisationnelle. On a effectivement l'industrie 4.0, c'est l'entrée du numérique aujourd'hui dans tous les systèmes productifs. On le voit dans les systèmes industriels, notamment avec la présence de la robotique qui s'impose aujourd'hui de partout. On a ce qu'on appelle des cobots, qui sont des robots qui aident l'humain, qui ne prennent pas la place, mais qui aident notamment les exosquelettes, les exosquelettes, qui amènent de la facilité et d'enlever de la pénibilité, puisque l'industrie, on est quand même dans le réel, donc on a des produits qu'on manipule. Ensuite, on a des ruptures technologiques très importantes dans l'industrie. Plus que jamais, évidemment, l'arrivée du numérique qui est pour beaucoup. On a aujourd'hui de la conception assistée par ordinateur, on l'a dit tout à l'heure, qui a révolutionné le monde du développement, qui a accéléré les processus de développement dans les entreprises. On a aujourd'hui du pilotage d'entreprises physiques dans les ateliers qui se fait avec des tablettes, avec des téléphones portables. On n'avait pas toutes ces technologies à notre disposition. Et puis, on a des ruptures technologiques très importantes au niveau des matériaux, de nouveaux matériaux. On cite le carbone, bien souvent, qu'on voit, qui est présent en Formule 1, qui est présent dans plein d'autres secteurs. Et on a évidemment des nouvelles technologies, comme le laser, par exemple, qui a aussi révolutionné la découpe, etc. Mais on a aujourd'hui plein d'outils numériques qui sont imposés. Évidemment, en usinage, on a des commandes numériques, 4, 5 axes, maintenant 6 axes, 7 axes. Donc on a toute cette technologie qui rentre dans l'entreprise. Il faut accompagner le dirigeant pour la mettre en place. C'est pas si simple aussi parce qu'on a des gens qui n'ont pas forcément été formés sur ces nouvelles technologies. Donc on est là aussi pour accompagner les dirigeants. Concernant les nouvelles technologies, on a des partenariats très importants, très forts avec les écoles locales d'ingénieurs, par exemple, l'ENISE, l'école des mines. On a des formations avec l'ISTP, avec l'IRUP. Où là, on a des gens qui sont à la pointe de la technologie. Notre rôle, c'est d'accompagner les dirigeants, mais aussi de mettre en place des outils démonstratifs pour montrer ces nouvelles technologies. On va avoir très prochainement un concept de container dans lequel on va mettre de la nouvelle technologie. On a un camion qui circule aussi dans les écoles pour montrer les nouvelles technologies. Et ça, c'est important puisqu'il faut que les entreprises se les approprient. Après, derrière le vocable 4.0 qui vient du numérique, il y a aussi la notion de start-up industrielle aujourd'hui qui est en train de se développer et à laquelle je crois beaucoup. Start-up industrielle, ça veut dire casser des codes, casser des modèles. Ça veut dire avoir des chefs d'entreprise qui osent, qui ont envie. Évidemment, on a des modèles qui nous viennent des États-Unis, Elon Musk par exemple. Il y a 10 ans, personne n'imaginait faire retomber une fusée sur la Terre. C'est des idées, des conceptions qui sont complètement nouvelles. Il faut arriver à casser les codes et dire aux dirigeants de rentrer sur des marchés sur lesquels ils ne pensaient pas rentrer. On a aujourd'hui des start-up industrielles qui se créent dans les domaines de l'énergie, dans les domaines de l'hydrogène, de l'aéronautique, du nucléaire, secteurs sur lesquels on travaille dans la Loire aujourd'hui et sur lesquels... jusqu'à présent, les gens n'osaient pas aller créer, n'osaient pas développer. Donc on est aussi là pour susciter l'envie, susciter l'audace et l'ambition de nos chefs d'entreprise qui sont sur des industries de pointe. Il faut le savoir, dans la Loire, on travaille pour tous ces secteurs-là, sur les secteurs de la santé, de l'imagerie médicale, de l'agroalimentaire, etc. Donc aujourd'hui, notre rôle, nous, à l'UIMM, c'est de pousser ces entreprises, de les tirer vers le haut, de leur donner des outils technologiques pour pouvoir développer leur entreprise. Aujourd'hui, on est quand même dans un marché qui est évidemment très concurrentiel. On a aussi l'objectif de réindustrialiser. On l'a vu après le Covid et après la crise qu'on est en train de traverser. Donc notre objectif, c'est de réindustrialiser. Ça veut dire d'avoir des performances et des coûts de production qui soient compétitifs vis-à-vis de l'international. Si on veut récupérer des produits et des marchés qui sont faits en Chine, il faudra être compétitif.
Donc aujourd'hui, on a besoin des nouvelles technologies, on a besoin du numérique dans les entreprises. Et je pense que l'innovation, elle peut rentrer par plusieurs endroits dans les entreprises. Mais aujourd'hui, on est quasiment contraint. Les entreprises qui ne vont pas vers ces nouvelles technologies, vers ces nouveaux outils qui amèneront de la productivité, auront probablement des difficultés. Donc il faut être dans les bons wagons, il faut chercher la performance. Et lorsqu'on accompagne les chefs d'entreprise sur nos programmes Parcours du dirigeant 4.0, c'est d'aller chercher dans tous les recoins de l'entreprise où se cachent des potentialités d'innovation. Et il y en a un peu partout, je l'ai dit, sur les produits, sur l'organisation aussi. On a vu que le télétravail, c'est aussi de l'organisation 4.0. On l'a subi, on a été contraint. Je pense qu'aujourd'hui, le développement des entreprises passe par l'innovation. Mais là encore, qu'elle soit très exportatrice, très grande, très petite, ça concerne toutes les entreprises. Il ne faut pas dire « je suis trop petit, donc je n'innove pas, je ne développe pas ». On a dans nos adhérents à l'UIMM et qui sont au Club J, on a des PME, des TPE qui sont de niveau d'excellence vraiment invraisemblable, qu'on connaît très peu, mais j'ai cité tous les secteurs tout à l'heure sur lesquels on intervient sur le territoire. Et là, véritablement, on a besoin sur l'aéronautique, sur l'aérospatial, sur le médical, de pousser nos entreprises et de les encourager et de leur démontrer que les technologies sont aussi à leur portée. Philippe, merci pour cette rapide intervention avec un maximum d'informations en un minimum de temps. Peut-être que l'année prochaine, quand on se reverra ici, on parlera de l'industrie 5.0, 6.0, ça va tellement vite. En tout cas, il faut suivre. Merci pour cette belle synthèse. Laetitia, vous avez pris votre casquette de journaliste et vous êtes partie à la rencontre d'adhérents du Club J et ils avaient des questions à poser à M. Rask sur cette thématique. C'est ça? Vous avez été tout à fait. où, là? Alors là, j'ai rencontré la société Acobal, Kevin Martins, qui justement a une question pour vous. On parle d'industrie du futur, d'industrie 4.0, on parle même de 4e révolution. Je suis avec Kevin Martins de la société Acobal, qui a une question pour nos experts. Quels sont les bénéfices et les risques pour les entreprises qui s'engagent dans cette transition? Merci. Alors je vais commencer par les risques. Les entreprises aujourd'hui, je citerai un exemple. Si vous avez une clientèle qui s'oriente vers du numérique, c'est-à-dire que les passations de commandes, c'est-à-dire que les ventes que vous faites, le chiffre d'affaires que vous réalisez, si votre marché se numérise, si vous n'êtes pas présent et si vous n'avez pas anticipé, si vous ne rentrez pas dans vos données cette dimension numérique, vous risquez de perdre tout simplement des parts de marché. Ensuite, le deuxième risque qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, on a des difficultés à recruter et on recrute des jeunes qui sortent des centres de formation, de nos centres de formation dans la métallurgie, puisqu'on forme plus de 1300 apprentis par an. Vous avez des jeunes qui sont formés, qui sont rompus aux nouvelles technologies. Si votre entreprise n'a pas fait le pas de rentrer dans ces nouvelles technologies, dans le numérique, mais aussi dans les technologies de production, vous allez avoir des jeunes qui vont vouloir rentrer chez vous et qui vont dire non, finalement non, parce que ça convient pas. Moi, j'ai envie d'aller dans une entreprise plus pointue. Et cette dimension-là, elle est fondamentale parce que c'est l'avenir de nos entreprises quand on embauche des jeunes. Et c'est aussi grâce à eux qu'on fait rentrer ces nouvelles technologies. Donc, il faut que l'entreprise soit toujours au niveau pour être très attractive, évidemment. Le bénéfice, évidemment, c'est l'inverse de ce que j'ai dit, mais le bénéfice, il est principalement sur des gains de productivité et puis sur l'innovation des produits. Le bénéfice, c'est d'avoir la capacité d'innover, de développer, de déposer des brevets et d'avoir une avance concurrentielle sur des marchés et de se positionner fortement par rapport à une concurrence aujourd'hui qu'on connaît très agressive, notamment des pays d'Asie. Bien sûr. Très bien.
Parfait. Est-ce que, à votre avis, votre adhérent, il a été satisfait de cette réponse? Je pense que oui, effectivement. Et puis, c'est vrai que c'est aussi pour ça que Banque Populaire Aura est présent, puisque finalement, il faut aussi financer tout ça, puisque ça fait partie des leviers pour aller vers l'industrie 4.0. Parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. On va peut-être échanger sur ce point, peut-être en fin d'émission, si vous en êtes d'accord. En tout cas, moi, je vous propose, en attendant de partir sur une autre question que le Club J souhaitait mettre en avant, une problématique. L'idée, c'est de mettre en avant les questions pour pouvoir anticiper, pour être plus agile dans l'avenir. En tout cas, l'idée, c'était de partager votre expérience en la matière de la transition énergétique. Énergétique, Pierre-Henri Grenier, vous êtes directeur de la Banque de la Transition énergétique, ça peut pas mieux tomber, dites donc, de la Banque Populaire, BP Aura. Alors, comment on fait pour prendre le virage de cette transition énergétique? Est-ce réellement un atout? Non seulement on peut gagner des appels d'offres, mais aussi il faut rester compétitif, et aussi et surtout, vu l'inflation, il faut garder un modèle économique qui permette de dégager des marges confortablement. Tout ça, c'est compliqué. Alors pourquoi la BPE Aura a proposé une banque de l'énergie? Cette question, je vous la pose. Voilà. Enfin, c'est tout simple. Hein. Vous savez, on a une banque régionale. Hein. La prospérité d'une banque régionale, elle va dépendre de la prospérité de ses clients. Or, moi, je suis convaincu qu'il n'y a pas de prospérité durable pour les entreprises si elles ne prennent pas le train de la transition énergétique. Hein, c'est plus une option pour les entreprises aujourd'hui. Hein. C'est vraiment une conviction que j'aimerais partager avec vous, ce n'est plus une option. Alors il y a plusieurs sujets, hein, vous les avez évoqués. Alors je pense qu'il y en a un qu'il ne faut pas oublier non plus, moi je ne vais pas m'appesantir dessus, mais c'est quand même, en tant que dirigeant d'entreprise, je pense qu'on a une responsabilité sociétale aussi, hein, de lutte contre le réchauffement climatique, il ne faut pas l'oublier. C'est un de nos rôles en tant que chef d'entreprise. Et puis il y a des enjeux économiques très forts. Hein. Vous avez parlé de compétitivité. Vous savez qu'à la banque, on est quand même un très bon observatoire du milieu économique, de ce qui se passe sur le terrain. Hein. Et moi, j'ai vu de nombreuses entreprises qui ont perdu des marchés aujourd'hui, hein, parce qu'elles étaient incapables de répondre à des appels d'offres de donneurs d'ordre qui demandaient une politique bas carbone, qui demandaient connaître le coût du composant, le coût carbone du composant. Hein. Et donc, il y a un enjeu de compétitivité. Dans les marchés publics, hein, dans la commande publique, d'ici 5 ans, 100% de la commande publique demandera un coût carbone de la prestation. Cas, hein. Donc, il n'y a pas le choix. Hein. Il va falloir que chacun y passe pour des questions de compétitivité. Et puis une compétitivité marque employeur aussi, hein, il ne faut pas l'oublier. On voit de plus en plus de jeunes diplômés qui attachent énormément d'importance à la démarche de transition énergétique ou environnementale des entreprises et qui vérifient si c'est du greenwashing ou si c'est sérieux. Hein. Donc il y a un enjeu aussi de compétitivité au niveau de l'employabilité de la marque employeur. Et puis depuis septembre, il y a en plus une question de rentabilité cette fois-ci, avec une augmentation terrible des coûts de l'énergie. Hein. Ça a commencé en septembre, ça s'est amplifié avec la guerre ukrainienne. Ça ne va pas s'arrêter. Hein. Et c'est un problème d'EBITDA, hein, de marge, de capacité à maintenir une rentabilité pour l'entreprise aujourd'hui. Hein. Et c'est brutal. Hein. Et c'est brutal. Alors, ce qui est rassurant, c'est que face à cette transition, à ces enjeux, il y a des solutions. Voilà, donc, et c'est une des raisons pour laquelle moi j'ai créé la Banque de transition énergétique. Hein, c'était pour pouvoir accompagner tous nos clients entreprises vers des solutions vers la transition. La Banque de transition énergétique, c'est tout bête. Hein, c'est l'idée de pouvoir collecter une épargne auprès des particuliers de la région qui va servir à financer des projets de transition sur la région. Hein. On a collecté 260 millions en 18 mois pour financer des projets de transition. Et l'ambition de la Banque de transition énergétique, c'est pas uniquement d'apporter des solutions de financement, mais des solutions de transition. Parce que nous, on va être modeste, hein, on n'est que des banquiers. Hein, je suis pas installateur photovoltaïque, je suis pas énergéticien, je suis pas bureau d'études. Or, c'est de ça dont ont besoin les entreprises. Hein. Donc, on a créé tout un écosystème avec des entreprises du territoire qu'on a qualifiées, qu'on a sélectionnées. Et quand on a un client qui a un projet de transition, on l'envoie vers ces entreprises partenaires. Et puis, ils font affaire ou ils ne font pas affaire, mais nous, on sera là pour financer derrière. Ça, c'est bien.
Ça, c'est bien, bravo. Vous êtes que banquier et pourtant, c'est le nerf de la guerre parce que sans vous, il n'y aurait pas de financement. Laetitia, vous êtes partie au salon Global Industrie et vous avez rencontré un de vos adhérents qui avait envie de poser une question aujourd'hui, parce que le salon Global Industrie, c'est vous qui avez un peu géré avec Club J, et il y a des adhérents qui ont... Tout à fait. On accompagne en fait à chaque fois sur des stands collectifs des entreprises membres du club. Donc on les accompagne et on gère tout un peu de A à Z pour leur permettre d'avoir un salon, on va dire, un peu clé en main. Et c'est sur ce salon, donc à Paris, au mois de mai, que j'ai échangé avec Maxime Emmanuel de Aura Métal, qui a justement une question pour vous. On parle de croissance verte, de transition énergétique. Et là, du coup, je suis avec Maxime Emmanuel de Aura Métal qui propose une solution complète pour la métallerie. Et justement, il a une question à vous poser autour de cette notion de transition énergétique. Bonjour. Bonjour Laetitia, bonjour à tous. Nous avons sans cesse besoin pour les entreprises d'investir sur notre outil de production pour moderniser notre outil de production. Et la problématique va être les niveaux d'endettement et les taux et les différents taux. Alors quels sont les moyens et les outils que vous nous proposez pour nous permettre de faire ces deux plans d'action en même temps, à savoir l'investissement industriel et puis l'investissement sur la transition énergétique? Ouais, c'est une excellente question parce que cette transition énergétique, elle demande des investissements, hein, c'est incontestable. Il y a des besoins parce que je vois les solutions de transition énergétique, ça va être de l'autoconsommation, hein, avec des panneaux photovoltaïques sur le toit, ça va être une électrification des process, hein, pour échapper aux énergies fossiles autant aussi vite que possible. Ça va demander des investissements. Et moi, je vois beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent on a eu des PGE, on a des investissements productifs à faire, on n'a plus de place pour investir dans la transition énergétique. Et ils me disent, transformez-moi les CAPEX en OPEX. Alors, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais comment on peut éviter d'être en investissement et en revanche bénéficier de prestations de transition. Et c'est ce qu'on appelle le tiers financement. Ça veut dire que ça va être une entreprise tierce qui va porter l'investissement et qui va ensuite vendre la prestation ou l'électricité à l'entreprise, alors qu'il payera l'électricité un peu plus cher que si elle l'avait produite elle-même, parce qu'il faut bien que le tiers investisseur y prenne sa marge. Mais ça permet de répondre aux besoins. Typiquement, c'est la location longue durée habituellement sur les voitures, appliquer la transition énergétique. C'est une bonne solution. Voilà. Ça fait partie donc des solutions pour à la fois donc l'industrie 4.0, de pouvoir aller aussi sur des investissements un peu plus lourds, et puis également pouvoir la faire, cette transition énergétique. Ouais. Mais c'est vraiment important, on parlait de l'éthique aussi, la transition énergétique, et c'est vrai que pour recruter, on parlait un petit peu déjà avec vous de la marque employeur, mais cette demande des jeunes d'aller dans une entreprise qui est clean, ils savent pourquoi, ils savent pourquoi ils viennent, et il y a généralement des têtes pensantes avec des grandes écoles qui vont choisir leur entreprise et qui vont choisir effectivement leur avenir en fonction de ça, et c'est bienveillant, et parfois peu importe le salaire, c'est ça. On a eu des exemples récemment, d'ailleurs, dans l'émission Loire Éco qui diffuse cette semaine, de jeunes qui étaient brillantissimes et qui ont dit nous, on veut donner du sens à tout le monde. En tout cas, merci. Et puis en plus, on approche directement dans les solutions et ça, c'est intéressant. Donc, anticiper les autres, être éthique, investir dans cette transition, c'est finalement un vrai atout. Et aujourd'hui, plus que d'habitude, c'est le bon moment d'investir et on peut trouver des solutions malgré les surendettements pour pouvoir continuer à investir là-dedans. En tout cas, merci beaucoup sur la transition énergétique. De l'énergie, il en faut beaucoup pour les chefs d'entreprise, de nos industries, de nos PME, de nos PMI, de nos TPE, pour pouvoir affronter cette inflation qui touche beaucoup de choses. Non seulement les matières premières, non seulement l'énergie, on vient d'en parler, mais également les salaires. Alors, c'est l'actualité, on en parle, les nouveaux ministres déjà commencent à souffler la musique. Il va falloir affronter cette inflation. On a décidé de vous faire partager le savoir de nos experts et donc, du coup, nous allons attaquer le troisième volet de cette émission dans quelques instants. L'inflation, c'est un grand thème. On a l'impression de parler toujours de l'inflation, mais comme je vous le disais, matières premières, énergie, et puis les salaires. Mais il y a certainement d'autres inflations. On le vit déjà depuis quelques mois. Mais est-ce que cette inflation va perdurer ? Quel est l'impact pour nos entreprises ? Est-ce que nous sommes au début d'une crise
majeure. Gatien de Maisonneuve, vous êtes le directeur international des salles et marchés à la BP Oran. On vous remercie aussi de votre présence ici ce soir dans les locaux de TL7 et on aimerait avoir les réponses à ces questions. Optimiste, pessimiste ? Alors, avant de répondre à la question optimiste ou pessimiste, je voudrais juste faire un petit bref rappel, parce que c'est vrai qu'on a un peu l'impression de redécouvrir l'inflation, alors effectivement, depuis quelques mois. En fait, il faudrait presque revenir à la crise des subprimes. Je ne vais pas refaire tout l'historique, mais très rapidement, 2007-2008, où en fait les banques centrales ont décidé, pour soutenir l'économie, de déverser des tombereaux de liquidités sur l'économie. Alors, c'était très positif, parce que ça évitait quand même bon nombre de faillites. Et puis après, les crises de la dette européenne, puis les PGE suite au Covid. Mais cette masse monétaire, elle ne s'est pas retrouvée forcément directement dans l'inflation qu'on connaît, le calcul avec les biens à la consommation. Elle s'est quand même retrouvée quelque part. On les a vus dans... Certains parlent de bulles, on les appelle comme on veut, mais les prix de l'immobilier qui ont flambé, les valorisations de certaines start-up, on parlait de Tesla juste avant, voilà, peut-être des valorisations un peu surréalistes et donc qui étaient alimentées par cette masse monétaire. Et puis il y a eu, on va dire, un tournant qui a été la crise du Covid et le conflit russo-ukrainien. Le conflit russo-ukrainien, tout le monde le sait, il a plutôt joué sur les prix des matières premières et les prix de l'énergie. Il faut le rappeler quand même, l'Ukraine plus la Russie, c'est 25% des exportations de blé, 19% de l'orge. La Russie, c'est le premier exportateur de gaz, deuxième de pétrole, premier producteur de nickel. Bon, bref, j'en passe et des meilleurs. On ne se rendait pas compte avant la crise du poids de ces deux pays, tant sur les matières premières agricoles. La filière agroalimentaire s'en rend bien compte. Exactement. C'est incroyable parce qu'il n'y a pas que l'agroalimentaire, il y a aussi les aliments pour les animaux et il y a vraiment de l'impact. Les engrais et compagnie. Le deuxième effet qu'il y a eu, c'est avec la crise du Covid et surtout la fin, avec notamment la surréaction de la Chine au variant Omicron qui a tout simplement tout fermé. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Chine, qui est un peu quand même l'usine, l'atelier du monde, heureusement qu'il reste des entreprises et notamment réindustrialisation, c'est ça, Philippe. Exactement. Mais ceux qui avaient délocalisé une partie, ou en tout cas les approvisionnements venaient de Chine, ils ont vu du jour au lendemain leurs sources d'approvisionnement complètement, alors soit désorganisées, voire parfois complètement taries pendant des semaines, voire des mois. On a beaucoup parlé des semi-conducteurs qui ont complètement désorganisé le domaine de l'automobile. Donc tout ça, des gros goulots d'étranglement qui ont fait que là, pour le coup, on l'a vraiment vu sur les prix. Matières premières, je ne sais pas si les slides peuvent passer, on l'a vu sur... voilà, donc le pétrole, le gaz, le blé. Donc là, vous voyez, c'est sur 2 ans, mais on voit les derniers 6 mois où on voit une envolée très significative. Donc, la question, est-ce que je suis optimiste ou pessimiste ? Est-ce qu'on est au début d'une crise majeure ? J'ai envie de dire, ça va dépendre des prochains mois. Ça va dépendre en fait de la vitesse. En gros, est-ce que l'inflation va réussir à la faire descendre ou pas ? Est-ce qu'elle va descendre tranquillement ou alors est-ce qu'on peut... Il y a le risque de cette fameuse inflation de second tour, l'inflation, en fait, la spirale salaire-inflation. Et donc, c'est tout le dilemme, en fait, aujourd'hui des banques centrales entre réduire l'inflation et en même temps, pour réduire l'inflation, normalement, il faut monter les taux. Et si on monte les taux trop vite, ça peut abîmer la croissance parce que qui dit des taux plus élevés, on le voit, ça veut dire forcément moins d'investissement. Donc, j'aimerais dire, ça change très vite. Vous l'avez dit, c'est le sujet un peu du moment. Il y a quelques semaines, le consensus des économistes était quand même sur ce qu'on appelle un soft landing. Donc en bon français, c'est facile à comprendre, c'est un atterrissage en douceur. Donc c'est-à-dire des hausses modérées de taux et qui feraient baisser l'inflation tout doucement et donc sans abîmer la croissance économique mondiale. Depuis quelques semaines, si vous suivez les publications économiques qu'on peut avoir ici et là, on voit qu'on est plus passé vers un hard landing.
Ouais. Donc le mot dit un peu tout, hein, même pour ceux qui sont pas très bons en anglais. Voilà, un atterrissage un peu plus brutal. Pas comme SpaceX. Oui, exactement, pas comme SpaceX. Et donc ça veut dire quoi? Atterrissage brutal, ça veut dire l'inflation étant trop haute, il faut des mesures plus virulentes pour la contenir. Et donc ça veut dire des hausses de taux plus élevées. Et on voit que c'est quand même aujourd'hui la Fed, donc la banque centrale américaine, elle est plus dans cette optique-là. Elle a décidé quand même d'accélérer ces hausses de taux. D'accord. Eh ben, c'est... Voilà. On va pas dire... À vous de choisir si c'est optimiste ou pessimiste. Mais c'est comme ça. En tout cas... Laetitia, oui. Pareil. Vous avez encore navigué. Vous étiez où là ce coup-ci pour poser la question à de vos adhérents? Pichon Mécanique avec Yannick Marcon qui a justement une question. Ah bah oui. Je suis avec Yannick Marcon de la société Pichon Mécanique qui a une question pour nos experts. Oui, alors avec 5% d'inflation sur un an, à quoi faut-il s'attendre sur les 12 prochains mois et quelles sont les implications qu'on peut avoir au niveau salarial, quoi? Merci. C'est une question où il faut une boule de cristal ou un expert comme vous a déjà des tendances? Alors, je vais refaire un tout petit peu la même question, la même réponse qu'un peu précédemment, c'est-à-dire oui, ça va dépendre de est-ce qu'on va réussir à juguler l'inflation ou pas. Après, il faut être assez quand même lucide sur certains effets cliqués qu'on a. Je pense notamment au prix de l'énergie. Bien sûr que ça peut redescendre de façon conjoncturelle. Après, sur du moyen-long terme, on parlait de la transition énergétique juste avant, le prix de l'énergie va augmenter. On s'est habitué quand même à vivre dans un monde où l'énergie était abondante et pas chère. Je pense qu'il faut avoir à l'esprit que ce monde est terminé. Donc après, oui, carrément terminé. Donc on carrément terminé, exactement. Après, il y a un effet conjoncturel, il y a des boulots d'étranglement, mais en tout cas, il y aura une hausse des prix de l'énergie. C'est assez certain. Donc les impacts en termes de salaire pour les employeurs, j'ai envie de dire, c'est la conjonction d'une équation à 3 facteurs. C'est d'une, quels sont les besoins de l'entreprise en recrutement? Est-ce que c'est tendu? J'ai l'impression que malheureusement, la réponse est oui pour tout le monde. Il n'y a pas que le secteur de la mécanique, la métallurgie, l'agroalimentaire, le service, le social. Exactement. Toutes les branches. Tout le monde, l'agroalimentaire. Donc voilà, on va en reparler aussi un petit peu, on en a déjà parlé, mais l'attractivité, je le mets dans le même facteur, donc les besoins et l'attractivité de chaque entreprise. Bien sûr, il y a le niveau de salaire qu'on promet aux futurs recrutés. Et puis, il y a aussi la capacité des entreprises à refacturer à leurs clients la hausse de leurs coûts de production, matières premières, énergie et aussi coûts salariaux. Donc, c'est un équilibre que chaque dirigeant d'entreprise doit avoir. Après, là encore, je vais peut-être être un peu pessimiste. Oui, aujourd'hui, il y a des fortes pressions sur les salaires. Je vais citer quelques effets. On a beaucoup parlé de la grande démission aux États-Unis. Oui. Donc, vous savez, c'est le fait mais on le voit aussi, on l'a vu en Europe et on le voit aussi chez nous en France. Hein. Malheureusement, on est logé à la même enseigne. C'est tous ces collaborateurs qui, suite au Covid, ont soit changé de métier ou alors n'ont pas voulu revenir sur des métiers qu'on dit un peu plus difficiles ou avec des contraintes plus fortes. Deuxième impact qui joue aussi à la hausse, c'est la revalorisation du SMIC. On en a eu 3 en 7 mois. La dernière, elle date du 1er mai, elle est de 2,65. Donc, pour tous vos collaborateurs qui sont juste au-dessus du SMIC, s'il n'y a pas de revalorisation, eux, ils perdent en pouvoir d'achat. C'est ça. Et donc, en gros, ils sont rattrapés par le bas. On a bien sûr aussi les demandes fortes des syndicats. En Allemagne, IG Metall, donc le principal syndicat de la métallurgie, a demandé 8,2% pour l'année prochaine. Les Hollandais, ils ont demandé 10%. Et en Belgique, ils sont quasiment au même niveau. Et puis pour eux, c'est encore plus facile puisque les salaires sont indexés sur l'inflation. Ce qui n'est pas sans poser quelques problèmes. Et on voit de plus en plus d'entreprises qui commencent en fait un second round de NAO, donc les NAO, les négociations annuelles obligatoires. Elles n'attendent pas, on va dire, la fin d'année pour les avoir, parce qu'en fait, les dernières, elles ont eu lieu juste avant la crise ukrainienne.
et donc juste avant le pic d'inflation. Et donc il y a une pression forte des salariés et donc un besoin pour les chefs d'entreprise, quand ils peuvent, de répondre aux soucis de pouvoir d'achat de leurs salariés. Et donc ils commencent déjà de nouveaux rounds de NAO avant la fin d'année. C'est pour ça aussi qu'on voit apparaître de plus en plus le sujet aussi de tout ce qui est accessoire et périphérique au salaire. Heureusement, il n'y a pas que le salaire. Oui. On parlait de la semaine de 4 jours, voilà, que certains employeurs commencent à tester pour attirer plus de salariés. Le télétravail, on en a beaucoup parlé, qui est quand même vraiment rentré dans les mœurs. Nous, on le voit, les candidats en entretien, c'est quasiment la première question qu'ils nous posent. Voilà, donc tout ça, ça montre que, oui, il y a des tensions sur les salaires. Il y a peut-être des solutions pour essayer un peu de reporter le sujet sur d'autres, sur, on va dire, d'autres aspects du monde du travail et du travail en tant que tel. Mais on voit que, oui, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de pression à la hausse sur les salaires. Parfait. Bon, bah écoutez, merci beaucoup, messieurs, pour tous ces éléments en si peu de temps, des éléments factuels, des exemples, des solutions. Bravo pour toute cette pertinence. On va partir dans la dernière partie de notre émission. On va faire un petit échange et on va s'exprimer pour travailler ensemble sur les 3 thématiques et puis faire cette conclusion. Philippe Prascle, vous, alors, quel est votre ressenti par rapport à toutes ces thématiques et ces solutions que le Club J a voulu pointer pour pouvoir apporter des solutions à ses adhérents? Écoutez, je crois qu'il y a énormément de choses qui ont été dites. Je voudrais simplement rajouter quand même qu'on s'attend à quelques mois difficiles dans nos entreprises. La pression sur les salaires est forte, mais il ne faut pas oublier que dans nos entreprises, on a le prix des matériaux, des ferreux, non ferreux, etc. Tous les matériaux qui sont utilisés par nos adhérents, qui ont été multipliés par 2, voire par 3. Donc c'est des charges considérables pour les entreprises. On l'a dit, l'énergie et le besoin d'aller vers de la transition énergétique, puisque là on est contraint par des coûts qui ont flambé, vous avez vu les chiffres. Voilà. Donc on a des coûts de transport, des coûts d'emballage, en fait. Aujourd'hui, tous les coûts des entreprises ont augmenté et je ne suis pas certain que les entreprises puissent toutes faire un deuxième tour de table sur les NAO. Les entreprises ne distribueront pas en salaire l'argent qu'elles ne gagneront pas. Pour celles qui n'ont pas pu répercuter des hausses de prix sur leurs produits ou sur leurs services, ça va être très compliqué. Il y a des solutions et je pense que l'État, les services de l'État sont en train d'en proposer, notamment avec une prime Macron défiscalisée, sans charge sociale. On a demandé, nous aussi, à la métallurgie de remettre en place des 35 heures, enfin des heures supplémentaires au-delà des 35 heures, qui soient elles aussi, comme c'était par le passé, défiscalisées pour les salariés et hors charge pour les entreprises, qui répondraient à la fois aux besoins de pouvoir d'achat des salariés sans impôt et également de pouvoir combler les difficultés qu'on a aujourd'hui à embaucher et à recruter, ce qui fait qu'on demande à nos salariés de faire effectivement un certain nombre d'heures supplémentaires. Et je pense que les entreprises toutes seules n'arriveront pas forcément à passer. Donc il faudra qu'on ait ces aides de l'État qui sont en discussion, qu'on a demandé, nous, à la métallurgie, pour l'ensemble de nos adhérents, qui sont ceux du Club J aussi, et puis de la profession. On s'attend quand même à encore des mois difficiles devant nous. Et c'est pour ça qu'on a à la fois le besoin financier d'aller vers la transition énergétique, parce que ça pèse de plus en plus lourd dans nos comptes d'exploitation, et on a encore plus besoin d'innovation, process, produits, etc., pour essayer de pouvoir passer des prix de vente supplémentaires et d'avoir des marges de manœuvre distribuables à nos salariés, entre autres. Parfait. Monsieur Grenier, on parle des comptes d'exploitation. Vous avez commencé le discours tout à l'heure en disant nous, ce qui nous intéresse, c'est l'économie locale de notre belle région. Vous sentez comment cet impact et vous, quelle est votre conclusion? Moi, ce que je note, c'est la brutalité. Il y a aujourd'hui, les entreprises sont confrontées à une brutalité des changements. De toutes parts. De toutes parts. Et avec une concomitance, une brutalité. Donc la temporalité n'est
n'est plus à prendre le temps de faire des études d'impact, etc. Non, le temps, il est d'agir aujourd'hui. Et donc, d'autant plus que sur le domaine de la transition énergétique, on va avoir des contraintes aussi réglementaires qui vont arriver, de plus en plus. Alors à Saint-Étienne, on n'a pas encore de ZFE, mais il y en a à Lyon, il y en a à Clermont. On en a une dans le centre. On en a une dans le centre, Galère, Villars. Mais bientôt, il n'y aura plus aucun véhicule diesel qui pourra rentrer en centre-ville. Donc, ça veut dire aussi, on a le décret tertiaire pour tes entreprises qui ont plus de 1000 mètres carrés. Enfin, ça a des choses qui se mettent en place progressivement au niveau de l'administration ou des obligations et qui vont s'accélérer, qui vont arriver, qui vont être une couche de plus d'obligations dans les années qui viennent. Alors, pour les dirigeants d'entreprise, c'est des enjeux absolument énormes. D'une part, de se tenir au courant de tout ce qui change, d'agir. En revanche, moi, je suis convaincu pour que les dirigeants d'entreprise qui prennent à bras-le-corps le sujet, c'est une opportunité de gain de marché, de gain de part de marché, de différenciation qui est absolument énorme. Et puis pour gagner les appels d'offres, on le demande de plus en plus. Ça, c'est la note positive, ça c'est bien. Ça. Monsieur de Maisonneuve, vous, votre conclu? Moi, ma conclusion, on a vraiment l'impression aujourd'hui qu'on est dans un monde anormal. Je voudrais juste tempérer avec cette inflation notamment très rapide et brutale aussi, je reprends le même mot que Pierre-Henri. Ce qui était quand même plutôt anormal, c'était, on va dire, cette période de quasiment 15 ans avec des taux négatifs. Il ne faut pas oublier quand même que c'était des taux négatifs. Et là, j'ai envie de dire, ce n'est pas le banquier qui parle. Si on y réfléchit 2 secondes, intellectuellement, quand même des taux négatifs. Ah, c'est sûr. Voilà, donc, après, normalement, l'histoire économique, c'est des cycles. Là, on a l'impression que ça n'existe plus, qu'il n'y avait plus de cycles. Donc, c'est bien que des cycles reviennent. Après, c'est le problème de la brutalité du cycle. Et c'est là où ça pose effectivement un gros problème aux entreprises qu'on accompagne. C'est cette rapidité dans les changements. Pierre-Henri a raison de souligner aussi la multitude des sujets. On parle toujours d'agilité, c'est un peu un mot valise, mais vraiment, nous, on est... Agir et agile. Exactement. Nous, on est admiratifs quand même en tant que banquier de la capacité des entrepreneurs, des dirigeants à gérer au quotidien leur entreprise et en même temps garder un cap, tracer un cap. C'est pas évident. On leur tire à chaque fois tout notre chapeau. Et pour essayer aussi de finir sur une note positive, nous, en tant que banquier, on n'est pas là que pour faire du crédit. Et justement, notamment via des initiatives comme la Banque de la Transition énergétique, on essaye de leur apporter du conseil et voilà, les alerter sur des nouvelles réglementations, parce qu'effectivement, certains peuvent être un peu le nez dans le guidon et on peut les comprendre. Et donc, nous, on est là aussi pour les accompagner. Un banquier, ce n'est pas que pour du crédit. Donc, voilà, on est aux côtés des entreprises pour tous ces challenges qui sont effectivement pas des moindres. Merci beaucoup. Laetitia, votre conclusion, alors, elle vous a plu cette émission? Vous pensez qu'on a atteint l'objectif? Je pense qu'on a atteint l'objectif. Surtout, j'ai envie de dire que par rapport à tout ce qui a été échangé, c'est là où naît encore plus justement un club d'entreprise, dans ces moments aussi qui peuvent être parfois délicats, qu'on est là aussi pour donner de l'information, faire savoir aussi aux entreprises. Et donc, vraiment, l'émission, elle rentre dans cette case-là. De la part de mon conseil d'administration et de mon président, donc Cédric Febraro de la société Linamar, on est ravis déjà de votre présence sur le plateau. Merci aussi à Rémi. Pour nous, le Club J, c'est avant tout une expérience humaine, c'est avant tout ensemble pour nos entreprises. Et c'est pour ça qu'on a besoin aussi que nos entreprises soient agiles, se développent. Et le club est là pour ça, pour accompagner aussi. Et donc, pour justement la preuve que cette émission a tout son sens ce soir. Bon, parfait, merci beaucoup. Effectivement, nous avons essayé d'explorer ces pistes, de vous livrer des conseils d'experts. Bravo à vous pour la pertinence de vos propos. Et on a espéré que ça vous aura aidé pour piloter vos entreprises, et rester informés et rester agiles et agir, peut-être dans l'urgence. C'est ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ce qu'on a retenu en tout cas. On espère que vous avez été apprécié ce programme. On va vous étudier les chiffres, on va voir si vous étiez nombreux à l'écouter, mais en tout cas, ça sera en replay sur la chaîne YouTube du Club J, clubj.com. En tout cas, on remercie le CA du Club J, c'est des bénévoles, et ça aussi c'est important de le dire, hein, quand on manage un club, c'est des gens qui sont chefs d'entreprise et qui prennent du temps pour pouvoir travailler pour les autres. Donc bravo au CA, bravo aux
salariés aussi, Laetitia. Merci aux adhérents qui étaient dans le public. Merci à vous. Vous pouvez vous applaudir. Et merci surtout à tous nos invités. Philippe Rasque, le président de l'UIMM, Pierre-Henri Grenier, directeur de la Banque de transition énergétique, Gaëtan de Maisonneuve, directeur international de la salle des marchés à la BP Aura. Merci à vous. À très vite sur Internet. Et on espère que cette émission vous a plu. Au revoir.